Regardez, je vais vous présenter un chat trop beau. Coucou Bibou. Bonjour tout le monde. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale puisque ça va être non pas un love vlog mais un espèce de cours de droit. La vidéo va être en deux parties parce que sinon c'était trop long, donc je vais faire une partie cours de droit public et une partie cours de droit privé, puisque en droit on a en fait deux matières de public, une majeure, une mineure, et une matière de privé qui est une majeure. Donc droit de la famille en privé, droit constit en majeure de public et institution administrative en mineure de public. Je vais faire deux vidéos parce que le civil, rien que ça, c'est-à-dire le droit de la famille, c'est déjà pas forcément compliqué, mais il y a déjà beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui le but ça va être de vous faire un cours. Donc je vous dis tout de suite, le cours va être sur le concubinage. J'ai déjà appris ce chapitre là, donc je vous explique le principe et je fais aussi des petits disclaimers avant de commencer. Petit disclaimer, alors j'en ai deux à faire. Déjà je tiens à préciser que je ne suis pas prof de droit civil, pas prof de droit tout court. Je suis étudiante en première année de droit à l'université de Tours, donc je suis en toute première année, je suis un bébé de la fac de... Je maîtrise pas totalement mon sujet, il peut y avoir des erreurs dans le cours que je vais vous fournir même si normalement c'est pas le cas. Je veux dire, je me décharge dans le sens où si vous avez un cours à apprendre sur le concubinage parce que vous êtes en fac de droit ou autre, n'apprenez pas ce que je vous répète là, parce que c'est beaucoup mieux pour vous d'aller voir tout simplement dans un manuel ou d'aller tout simplement assister à vos propres cours de droit. Ensuite, le cours de droit que je vous présente là n'est pas le mien, ce n'est pas ma propriété, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Ce cours là appartient à mon prof de droit civil de cette année, enfin ma prof en l'occurrence de droit civil du semestre 2, et pas à moi, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Les disclaimers étant maintenant faits, je vais m'attarder sur pourquoi je fais cette vidéo là. Il y a deux raisons principales. Déjà parce que à la base c'est parce que je voulais vous montrer absolument ma manière d'apprendre mes CM, parce que en fac de droit, il y a tout un côté pratique avec beaucoup de TD, de plaquettes de TD, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo entière sur les plaquettes de TD, mais ça vous le voyez déjà dans mon dernier love vlog, beaucoup de parties pratiques où vous devez faire les plaquettes. Mais il y a aussi beaucoup de parties théoriques avec des cours de CM qui font des centaines de pages chacun, qu'il faut apprendre, et ça c'est un côté que j'ai beaucoup négligé au premier semestre et que j'ai beaucoup regretté parce qu'en fait ça m'a fait perdre énormément de points pendant mes partiels. Donc du coup je pense que c'est ça qui m'a le plus porté préjudice, parce que le côté pratique se suffit pas à lui-même. Donc j'ai pas encore actuellement mes résultats du premier semestre, mais à mon avis je vais pas valider le droit. La LEA risque de compenser, on va voir, je vous ferai une vidéo spéciale sur les résultats du premier semestre. Mais en tout cas je me suis rendu compte de cette erreur et je compte absolument pas la reproduire au deuxième semestre. Donc chaque semaine j'apprends par cœur mes cours de CM de mes deux majeures et même de ma mineure. Parce que vous voyez qu'en droit c'est des cours qui font des centaines de pages chacun, donc on peut pas s'y prendre une semaine avant le partiel quand on a plus de 400 pages à apprendre au total. Là je vous parle que de la fac de droit, mais à côté de ça moi j'ai ma fac d'LEA puisque je suis en double licence, donc vous imaginez bien qu'apprendre tout ça rien que pour le droit plus tout le côté LEA où j'ai plus de 10 matières, ça commence à être difficile. Je vais vous montrer ma méthode pour faire le théorique, c'est-à-dire apprendre les CM. Je précise aussi que vous avez le temps, si vous n'avez pas encore trouvé votre méthode et que vous êtes en lycée, en collège, etc. Moi je l'ai appris cette année, ça a varié en fonction de mon évolution personnelle, mais aussi en fonction des études que je fais, parce que j'apprends pas forcément pareil mes cours d'LEA que mes cours de droit, parce que les cours de droit c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus long, et j'ai pas le temps en fait, en plus de mon autre fac, de tout réécrire, etc. Donc j'ai développé une méthode alternative qui est celle que je vais vous présenter là, qui me prend moins de temps et qui est tout aussi efficace. C'est ma méthode personnelle, mais beaucoup de personnes en fac de droit ça va pas marcher pour elles. Elles doivent écrire, elles doivent participer au cours, elles doivent relire, elles doivent réécrire l'entièreté du cours, elles doivent répéter à voix haute, enfin bref, il y a tant de techniques qu'il y a de personnes sur cette terre pour apprendre un cours. Donc moi je vous présente juste la mienne, mais ça veut pas forcément dire que ça va marcher pour vous. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais sincèrement vous montrer à quoi ça ressemble les cours de droit, que ce soit du public ou du privé en semestre 2 de licence 1, parce que je précise bien que c'est le semestre 2 et à Tours, parce que tous les semestres 2 de France n'ont pas les mêmes matières. Nous à Tours c'est droit de la famille en civil, ensuite on a histoire du droit, mais ça je vais pas vous montrer parce que j'y vais jamais, et ensuite on a institution administrative, ça je sais que ça varie en fonction des facs, en public, en mineur, et en majeur on a droit constit, ça normalement c'est pareil pour tout le monde. Donc je vais vous montrer vraiment ces trois matières là.
Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le droit de la famille et le concubinage. Comme ça, si vous hésitez à faire une fac de droit, que ça vous intéresse mais que vous avez aucune idée, comme souvent on n'a aucune idée quand on est au lycée de ce que ça peut représenter des cours de droit, je vous invite déjà à aller à des cours de droit et vous incruster dans un amphi en fin d'année, vous mettre au fond de l'amphi en arrivant à l'heure, etc. Bien sûr, être respectueux des gens et des lieux. Un petit peu à quoi ça ressemble. Moi je l'ai fait, ça m'a énormément aidé. En plus comme ça je connaissais un petit peu la fac. Là, du coup je vais vous présenter les cours pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà personnellement ma méthode d'apprentissage. Donc je vais au début, première étape, lire attentivement la partie du cours. Donc je prends par section mon cours et ensuite je lis à voix haute. Étape 2, cacher le cours et essayer de le répéter. Si j'ai besoin, je regarde un petit peu dedans. J'ai aussi mon plan à côté, comme ça je peux apprendre à le connaître en même temps. Les plans, c'est super important de les connaître en fac de droit. Troisième étape, cacher le cours et répéter sans aucune aide. C'est ce que je vais faire aujourd'hui pour le concubinage puisque j'en suis déjà en fait à cette étape 3 pour ce cours là. Pour les cours par contre que je vous présente dans la prochaine vidéo de public, j'en suis que à cette partie là. Étape 4, plusieurs fois dans le semestre, bien sûr faut recacher sans aucune aide et répéter sinon on oublie. Et avant le galop d'essai ou le partiel, il faut refaire encore une fois pour être sûr de tout bien connaître. Et là au bout de ces 5 étapes là normalement vous êtes incollable. C'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez bien évidemment pendant ce cours vous entraîner à prendre des notes. Donc vous pouvez prendre un ordinateur ou une feuille en fonction de la méthode que vous voulez tester. Je vous conseille à 110 000% de l'ordinateur. Mon cours là-dedans, droit civil, et dedans j'ai en fait tout mon cours. Et je vous invite à en fait aller voir ma vidéo sur mon dernier vlog où je vous explique vraiment comment je construis mes cours, parce que j'ai une manière particulière de le faire. On va faire un chapitre 1 sur la vie des concubins. On va commencer par une section, l'existence du concubinage. Premier paragraphe, une définition historique. Puis une définition positive, c'est-à-dire une définition juridique en fait. La définition historique, c'est qu'en fait, donc en gros dans l'histoire, qu'est-ce que c'était le concubinage, comment c'était réglementé. Donc on a eu sous le droit romain une période où en fait le concubinage était reconnu par la loi. Ce qui s'est ensuite arrêté à l'époque napoléonienne. On a une célèbre phrase de Napoléon que vous connaissez peut-être, qui est les concubins se passent de la loi se désintéresse d'eux. Qui veut dire que concrètement on ne prêtait aucune importance à la situation du concubinage et aux concubins eux-mêmes. On n'encadrait absolument pas le concubinage. Les Romains et les autres périodes qui ont pu reconnaître le concubinage on devait avoir un élément constitutif majeur, c'est qu'il devait donner l'apparence du mariage. En gros, il fallait qu'en fait les concubins donnent l'impression agissent quasiment comme des époux. Donc l'apparence du mariage, qui bien sûr a une conséquence majeure, qui est qu'il fallait que ce soit hétérosexuel, puisqu'il n'était pas question à cette époque-là d'un mariage homosexuel. En 1999, une nouvelle loi qui est la loi du Pacs, où on a créé le pacte civil de solidarité, le Pacs, qui a donné une définition, enfin, une définition positive. C'est là qu'apparaît cette fameuse définition positive. Donc là, on a notre lien tout trouvé. C'est que cette loi a créé un article dans le code civil, enfin, puisque jusqu'ici il n'y avait aucun article dans le code civil qui ne parlait de la situation du concubinage, ni même qui le définissait. Ce qui posait un vrai problème parce que plusieurs fois, bien sûr, il y a eu des problèmes dans des situations de concubinage, notamment à la fin, donc des problèmes au moment où les deux concubins rompent, savoir le partage des biens, etc. Et donc là, c'est les juges qui devaient essayer de trouver une solution, puisque la loi était muette. Donc là, on a créé enfin cet article, qui est l'article 515-8 du Code civil, qui donne une définition positive du concubinage, sans pour autant en préciser les effets, etc. C'est simplement une définition, c'est le minimum syndical. Donc d'abord les éléments constitutifs cumulatifs. On va se retrouver avec 4 éléments constitutifs cumulatifs qu'il va falloir tout simplement réunir pour montrer une situation de concubinage. D'abord, il faut qu'il y ait une vie commune, c'est-à-dire en gros qu'ils logent sous le même toit. Ça c'est dit à l'article 515-8, qu'ils logent sous le même toit. On a encore un problème au niveau de la jurisprudence qui n'a pas encore été tranché par la Cour de cassation, le problème de savoir si des personnes qui vivent en couple et qui ont tous les autres éléments constitutifs, sauf celui-ci, mais qui ne peuvent pas le réunir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre sous le même toit pour des raisons médicales ou professionnelles, est-ce qu'on peut quand même les considérer comme du concubinage ou pas, parce qu'ils ne peuvent pas, donc voilà.
c'est encore un débat au sein de la jurisprudence. On a aussi l'existence d'une vie de couple. Pour éviter, donc ça implique des relations intimes entre les deux personnes, c'est pour éviter en fait par exemple de considérer que des colocataires ou que des frères et sœurs qui vivent ensemble soient concubins. Il faut aussi que ce soit deux personnes, et là on précise, sans condition de sexe et sans condition de situation. J'explique. Sans condition de sexe, ça veut dire que ça peut être deux homosexuels ou deux hétérosexuels. Le concubinage est officiellement ouvert aux personnes de même sexe. Maintenant, selon cet article, maintenant, sans condition de situation, ça veut dire que un ou les deux concubins peuvent être mariés, peuvent être pacsés, peuvent être veufs, etc. Peu importe, c'est totalement libre à ce sujet-là. Personne, ça exclut tout ce qui est trouble, tout ce qui est couple à trois, etc. Il faut nécessairement que ce soit un couple de deux personnes. Et enfin, il faut une relation stable et continue. Et continue, alors là on a encore un débat dans la jurisprudence, c'est de savoir si un homme, là je parle d'un homme mais ça pourrait être une femme, c'est que dans la jurisprudence la Cour de cassation a dû trancher sur ça, c'était un homme en l'occurrence. Donc un homme qui en fait vogue entre deux maisons puisqu'il a deux amantes en fait, qui acceptent d'ailleurs la situation, hein, mais est-ce que du coup c'est du concubinage avec l'une, avec les deux? Voilà, on ne sait pas encore sur cet aspect-là. Non, justement le mode de preuve. C'est un mode de preuve qui se veut libre. C'est-à-dire que vous pouvez prouver le concubinage par n'importe quel moyen légalement admissible. Des factures qui montrent qu'elles sont aux deux noms, ça peut être le contrat de bail de l'habitation, ça peut être des témoignages, des présomptions, des legs, ça peut être tout un tas de choses. Contre, il existe récemment, et je vais en reparler dans ce cours, ce qu'on appelle conventions de concubinage, qui sont écrits par les concubins. Ça reste assez peu utilisé en France contrairement à dans d'autres pays, c'est assez peu développé. Mais en fait des conventions de concubinage, je vais en reparler un peu précisément, mais en gros c'est quand les concubins vont écrire une convention comme un peu la convention de Pacs mais qui réunit pas les mêmes réalités, se mettre d'accord sur des problèmes qui pourraient survenir au moment de la rupture, des problèmes surtout financiers et surtout patrimoniaux, donc c'est-à-dire de biens. Ils sont bien évidemment une mode de preuve qui est reconnue depuis 2006 par la Cour de cassation comme valable. La Cour de cassation qui est la plus haute juridiction française. C'est certaines mairies qui ont développé ça, c'est pas toutes. Elles sont même pas obligées de le délivrer et si même tu la demandes et que tu réussis à prouver, elles sont pas obligées de te le donner. Donc ça reste très libre tout simplement pour la simple et bonne raison qu'en fait ça n'existe pas du tout dans la loi. Les certificats de concubinage ou les conventions en concubinage n'apparaissent dans aucun texte de loi, c'est simplement pour faciliter les choses que les mairies ont commencé à développer ce genre de prestations. Toutes les mairies demandent 3 conditions à réunir pour obtenir un certificat de concubinage, qui est donc que les concubins donnent des factures prouvant aux deux noms en fait, qu'ils donnent le bail d'habitation prouvant qu'ils vivent bien sous le même toit, et ils demandent aussi 2 témoignages de personnes qui n'ont pas de lien de parenté avec les concubins, donc ça peut être des amis, des voisins, etc. Certaines mairies peuvent même rajouter des exigences, hein. Ça c'est le minimum, on va dire que toutes les mairies donnent. Vous avez de la chance que ce chapitre justement est assez court. Les effets du concubinage, on va avoir encore une fois 2 paragraphes, avec l'absence d'obligation légale et des rares effets légaux. C'est pas très droit, hein. Donc le concubinage c'est une situation non pas de droit mais une situation de fait, comme le rappelle l'article 515-8 qui dit que c'est une union de fait. Donc ne s'applique aucune disposition légale à part celle de la définition, mais bon, voilà, c'est pas vraiment une disposition légale à part entière. Donc on n'a aucune, en fait, on n'a aucune loi qui s'applique au concubinage en matière de bail, en matière de crédit, en matière de contribution de charges du ménage, etc., etc. On va parler de tout ça juste après. C'est un peu plus compliqué, mais je vais tout faire pour que vous suiviez. Les tribunaux ont dû tout simplement créer, on va dire, leurs propres droits en matière de concubinage parce que les juges, selon l'article, il me semble, 5 du Code civil, je suis pas sûre de ça, j'ai vu si c'est le 4 ou le 5, je me trompe tout le temps, donc le Code civil, les juges sont tenus de chercher les litiges qui leur sont soumis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de dire ah oui mais moi la loi me dit rien sur ce sujet là donc
Je peux pas répondre parce que j'ai rien dans la loi qui répond à cette question. Sinon ça s'appelle un déni de justice. Ils sont obligés par quelquefois, quand la loi reste muette. Voilà, c'est l'article 4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte de silence, d'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Et donc du coup, ils doivent parfois inventer des trucs et créer ce qu'on appelle des règles jurisprudentielles qui sont parfois confirmées par la Cour de cassation, qui leur donne une valeur suprême, on va dire, même s'il existe des revirements de jurisprudence, c'est-à-dire où la Cour de cassation dit en fait j'ai changé d'avis, maintenant je n'interprète plus ça comme ça mais comme ça. En fait la Cour de cassation rend quelquefois des arrêts qu'on appelle des arrêts de principe, contrairement aux arrêts d'espèce, qui vont en fait donner un grand principe de droit qui n'est pas mis dans la loi et que du coup tous les tribunaux d'en dessous la Cour de cassation, c'est-à-dire tous de l'ordre juridictionnel, vont devoir se plier à la décision de principe de la Cour de cassation. Donc l'absence d'obligation légale. Le principe, par le point de vue extra-patrimonial. En fait, les concubins n'ont aucune obligation l'un envers l'autre. Ils sont légalement tenus d'aucune obligation de fidélité, par exemple, contrairement aux époux. Ils ne sont pas tenus non plus d'obligation d'alimentation envers que ce soit son concubin ou les parents du concubin, contrairement aux époux. Ils ne sont pas tenus non plus d'un devoir d'assistance et de secours envers leurs concubins. Ils n'ont bien évidemment... le concubinage n'a aucune incidence sur l'état civil, donc tu peux pas prendre le nom d'usage de ton concubin ou de ta concubine. La filiation n'est pas automatique, c'est-à-dire que si les deux concubins ont un enfant ensemble, il va falloir que le père aille se déclarer en mairie, comme le père, qu'il établisse la filiation en fait. Alors que dans par exemple le mariage, le pacte je sais pas encore, donc je vais pas vous raconter des conneries, mais le mariage c'est sûr, c'est qu'on a ce qu'on appelle une présomption de paternité. C'est-à-dire qu'on estime qu'à partir du moment où ils sont mariés, le père de l'enfant qui vient de naître, c'est forcément par présomption l'époux de la dame qui vient d'accoucher. Tu vois ce que je veux dire? La présomption de paternité qui n'existe pas entre concubins. Ils ne peuvent pas non plus adopter ensemble un enfant. Maintenant, le point de vue patrimonial. Que tous les biens achetés avant et même pendant le concubinage restent au moment de la rupture la propriété de celui qui l'a acheté. Si ça arrive des situations où on va déclarer un bien indivis, c'est-à-dire, alors indivis ça s'écrit comme ça, parce que on ne sait plus vraiment qui a acheté quoi et donc on va dire on fait moite-moite, le bien il est à vous deux à part égale. Mais la plupart du temps, la grande majorité du temps, on déclare que tous les biens achetés restent la propriété de l'unique acheteur. Il n'y a aucune vocation successorale, ça on va le voir aussi après, c'est-à-dire que tu peux pas hériter si ton concubin vient malheureusement à décéder. Maintenant, tout ce qui est contribution aux charges du ménage. Il n'y a pas de contribution, il n'y a pas d'obligation, contrairement aux époux, de contribution aux charges du ménage. Donc on ne peut pas obliger le concubin à payer sa part des dépenses liées à la vie commune, et à la rupture on ne peut pas demander à l'autre. Par exemple, on a vu un arrêt, je vais vous l'expliquer après, où un monsieur est brutalement parti du domicile et n'avait pas payé ses factures EDF, et EDF demandait le remboursement à la femme, enfin à la concubine, en lui disant votre concubin n'a pas réglé ses factures, vous devez payer à sa place. Ça c'est illégal. Puisqu'ils étaient concubins, il n'y avait aucune contribution obligatoire aux charges du ménage. C'est à chacun de payer sa part des charges. Les charges, ça va être tout ce qui est loyer, tout ce qui est facture d'électricité, d'eau, etc. Sauf si une convention a convenu le contraire. Dans une convention de concubinage, c'est ce qu'on va voir juste après, on peut convenir la part de chacun, qui va payer quoi, etc. À ce moment-là, ça peut devenir obligatoire. Là, on a l'article 214 qui ne s'applique pas du Code civil. Qui est l'article en fait qui s'applique pour les époux, parce que les époux sont tenus d'une contribution obligatoire aux charges du ménage. En matière de concubinage, les cours de justice en France l'ont répété plusieurs fois, ça ne s'applique pas. On a un autre article qui s'applique pas, l'article 220 du Code civil, sur la même base que celui-ci, et ça c'est la solidarité dans les dettes ménagères. Si un concubin contracte une dette pour les besoins de la vie commune, on ne peut pas demander à l'autre de rembourser. Sauf exception, donc on peut parfois, certaines juridictions ont réussi à condamner à des dommages et intérêts, hein. On est en droit civil, pas en droit pénal, on n'a pas d'amende, de prison ou quoi que ce soit, hein. On n'est que sur des dommages et intérêts. Donc à condamner un concubin ou une concubine à des dommages et intérêts pour sa partenaire parce que pour non-solidarité des dettes ménagères, c'est déjà arrivé. Notamment si les concubins ont donné l'apparence du mariage, ça reste
assez exceptionnel. Le grand principe, c'est que cet article ne s'applique pas. Maintenant, on a un intermédiaire à tout ça, c'est le contrat. C'est-à-dire, donc ça marche comme un contrat classique. C'est ce qu'on appelle les conventions de concubinage qui ont été développées par les mairies, comme je vous l'ai dit. Ça permet d'organiser des modalités. Alors, attention, vont conclure les concubins dans leur convention de concubinage s'ils décident d'en faire une. Ça ne peut être que des modalités financières et patrimoniales et non pas extra-patrimoniales. C'est très important parce que plusieurs fois on a eu ce cas-là où des concubins avaient dit en fait dans leur convention, nous on rajoute qu'en fait on est obligé d'être fidèle. Obligation de fidélité. Nous on rajoute obligation de soutien moral. On rajoute obligation d'assistance. On rajoute obligation alimentaire. Ça, c'est pas possible, c'est illégal et à ce moment-là, ça va être nullité de la clause du contrat, c'est-à-dire que si vous mettez ça dans votre contrat, vous n'allez pas aller en prison, hein, mais c'est juste que cette clause-là, s'il y a un problème, vous pourrez pas dire « Ah oui, mais moi je l'avais écrit dans ma convention qu'il n'avait pas le droit d'être infidèle, donc non, nullité de la clause du contrat puisque vous n'aviez déjà pas le droit à la base d'écrire ça. » Parce que ça se limite aux modalités financières et patrimoniales, c'est-à-dire qui va payer quoi. Vous pouvez dire par exemple le loyer est payé à part égale par les deux concubins. Vous pouvez dire l'eau c'est un tel qui la paye, l'électricité c'est l'autre en fonction des revenus que vous avez l'un et l'autre. Voilà, vous pouvez vous arranger sur tout ce qui est aussi bien. Donc vous pouvez dire la maison, une fois que on sera parti d'ici, reviendra à un tel, cette partie-là reviendra à un tel. Ça, c'est pas la loi qui l'impose, c'est simplement un contrat qui fonctionne comme tous les contrats classiques. Maintenant, les rares effets légaux, parce qu'on a quand même certains effets légaux, parce que vous avez le code civil, si vous avez bien suivi, on n'a qu'un seul article qui parle du concubinage, c'est l'article 515-8 qui donne une définition. Mais dans d'autres codes, comme le code pénal, le code d'action sociale et des familles, le code de sécurité sociale, on a bien d'autres articles qui s'appliquent en matière de concubinage et donc on a tiré de ça plusieurs rares effets légaux. Le droit social, on a une protection meilleure maintenant des concubins que si vous n'étiez pas en concubinage. Notamment du coup pour les prestations de maladie liées à la maternité, le calcul des allocations, on va prendre en compte parfois votre concubin. Les prestations sociales sous condition de ressources additionnées des deux concubins. L'allocation veuvage aussi, donc ça c'est en gros si vous vous retrouvez veuf en soi, vous recevez donc l'allocation de veuvage parce que votre concubin est décédé. Par contre si vous vous remettez en couple avec quelqu'un d'autre, vous perdez votre allocation. Maintenant le droit pénal, là c'est souvent, quelquefois on prend en compte pour rendre les sanctions plus sévères dans le code pénal. S'il est coupable lui de maltraitance envers vous, psychologique, physique, etc. Ça va être ce qu'on appelle une circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir plus de prison ou plus d'amende parce que vous étiez sa concubine. Dans le droit fiscal, on prend en compte le concubinage partiellement. Le grand principe reste que chacun est imposable de son côté. Vous restez fiscalement dissociés. Il n'y a pas d'imposition commune sur le revenu, d'impôt sur le revenu. Les deux paiements distincts, mais par exemple dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF, on prend en compte le patrimoine des deux concubins. Civil, les grands principes on les a donnés là, c'est qu'il n'y a aucune contribution, aucune obligation, c'est très libre. Par contre, tout simplement parce que c'est quasiment pas réglementé en fait, hein, ça c'est que la jurisprudence, mais dans la loi il n'y a rien. Par exemple, si y en a un qui décède ou qui abandonne le domicile, le concubin a le droit, on va en reparler après, de récupérer le bail d'habitation, c'est-à-dire le logement dans lequel ils vivaient tous les deux. Si le concubinage était notoire, c'est-à-dire pas caché, et s'ils vivaient ensemble en concubinage depuis 1 an, que ce soit dans ce logement-là ou un autre, il faut juste qu'il y ait 1 an de vie commune en fait. Aussi, le propriétaire peut reprendre le logement qu'il est en train de louer à quelqu'un d'autre pour son concubin, pour les deux mêmes conditions, donc 1 an de vie commune et concubinage notoire. Et l'assistance médicale à la procréation qui est ouverte au couple de concubins. Hétérosexuel, je précise. Le concubin peut aussi être désigné tuteur ou curateur de son concubin depuis 2007 et bien sûr, très important, toutes les dispositions légales, les dispositifs légaux contre les violences conjugales qui s'appliquent aux époux et aux PACS s'appliquent bien évidemment en matière de concubinage. Il n'est pas question de dire « Ah bah vous êtes en concubinage, donc de toute manière vous avez le droit de vous maltraiter l'un et l'autre ». La maltraitance conjugale, ça n'existe que dans les époux, chez les époux et chez les pacsés. Les concubins, on s'en fout. On protège bien évidemment aussi des violences conjugales les concubins.
Donc me revoilà chiquititos pour le chapitre 2 lié à la fin du concubinage et on va commencer par une section 1 sur la rupture volontaire du concubinage. Ensuite on fera une section 2 sur le décès s'il y a un des deux concubins qui décède. Donc on va avoir deux mécanismes différents, les conséquences extra-patrimoniales et les conséquences patrimoniales. On a un grand principe pour le concubinage, c'est que bien évidemment les concubins sont libres de rompre, donc ils ont la possibilité de rompre le concubinage n'importe quand, bien évidemment, ils sont pas obligés de rester ensemble toute leur vie. Sans aucune formalité et sans ne rien devoir à l'autre. Mais dans certaines situations exceptionnelles, la jurisprudence utilise des mécanismes généraux de droit commun, c'est-à-dire qui s'appliquent de base pas aux concubins, mais c'est plutôt des grands principes du droit. Il n'y a aucune, comme je vous l'ai dit, loi sur le concubinage. Donc ils vont utiliser des mécanismes qui ont de base rien à voir, genre du droit des contrats, etc., pour l'appliquer à une situation précise qui réglerait des problèmes, des litiges, qui pourrait intervenir notamment au moment de la rupture du coup de situation concubine. Les mécanismes liés aux conséquences extra-patrimoniales. On peut engager sa responsabilité civile sur le fondement très important de l'article 1240 du Code civil, un article basique, je pense que tous les gens de droit connaissent l'article 1240, ancien 1382, c'est-à-dire que, je vous explique, ça va être en cas de rupture fautive. Une rupture du concubinage n'est pas une faute, jamais. C'est pas la rupture en elle-même qui est une faute, puisqu'on a la liberté de rompre. Donc on peut pas caractériser la rupture comme une faute. Et donc on peut pas allouer des dommages et intérêts, donner de l'argent, à quelqu'un qui aurait subi un dommage parce qu'il s'est fait quitter. Ça c'est pas possible dans une situation de concubinage. Par contre, ce qui est possible, c'est que dans certaines circonstances, dans certains cas, les circonstances de la rupture ont fait que c'est devenu une faute. Là, on va engager la responsabilité civile de la personne si on constate qu'il y a une faute, pour rupture fautive sur le fondement de l'article 1240. Là on va utiliser le mécanisme général de la responsabilité pour faute qui s'applique dans tout le droit pour donner des dommages et intérêts à la personne qui aurait vécu un dommage suite aux circonstances de la rupture. Alors prouver trois conditions cumulatives. Les trois conditions cumulatives, ça va être déjà prouver qu'il y a une faute. Ça va être en fait les circonstances qui vont faire que, pas la rupture en elle-même, hein, les circonstances de la rupture. Par exemple, je vais vous montrer après des arrêts où c'est déjà arrivé, par exemple un mec qui quitte le domicile en l'absence de sa compagne sans la prévenir, sans aucune concertation comme ça par surprise, au bout de 40 ans de vie commune et qui se casse, c'est considéré comme une faute parce que c'est trop brutal, parce qu'il a profité de son absence, etc. Et parce qu'il y avait une longue vie commune derrière et je crois un enfant, donc ça a été considéré comme une faute. Par exemple, une personne qui... un monsieur qui a quitté le domicile comme ça d'un seul coup aussi brutalement et qui a laissé sa compagne, son ex-concubine, sans subvenir à ses besoins alors qu'il avait exigé d'elle qu'elle quitte son travail pour s'occuper de leur enfant en commun, ça aussi c'était considéré comme une faute. Ensuite il faut qu'on puisse caractériser un dommage, soit matériel soit moral, le plus souvent c'est moral. Et ensuite il faut, c'est ça le plus compliqué, caractériser ce qu'on appelle un lien de causalité entre le dommage et la faute. Ce qui est compliqué, qui est un peu vicieux, c'est qu'il va falloir caractériser un lien de causalité, mais il va falloir montrer que le dommage qu'on a subi, moral ou matériel, ne provient pas de la rupture elle-même, mais des circonstances de la rupture. Maintenant, les mécanismes liés aux conséquences patrimoniales. On a trois choses différentes. L'obligation naturelle, la société créée de fait et l'enrichissement justifié. L'obligation naturelle, là, c'est une situation contractuelle. On a pris dans le droit des contrats. C'est en fait quand une personne s'engage de manière spontanée et donc ce n'était pas une obligation légale à, par exemple, donner sa maison une fois qu'ils se sépareront, à payer les factures EDF, etc. Notamment à travers une convention, mais pas que. Si on a la preuve, par exemple, il y a un arrêt où il y avait un mec qui avait écrit une lettre pour dire à sa concubine que il lui laissait la maison. Et après, il s'est rétracté, il a dit « Ah non, en fait, non, c'était une blague, je te laisse pas la maison ». Là, il n'a pas eu le droit et il a dû lui laisser la maison obligatoirement parce que c'était devenu ce qu'on appelle une obligation civile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'engages à quelque chose de manière spontanée sans avoir d'obligation légale de le faire et qu'on réussit à prouver ça, bien évidemment, tu peux pas te rétracter et dire en fait non. Donc ça, c'est l'article 1100 alinéa 2. Il y a un arrêt de 2018 qui parle d'un devoir de conscience. J'espère que vous avez compris ça. Maintenant, la société créée de fait. Droit des sociétés. Donc,
Vous voyez, là on a vraiment emprunté dans des choses qui sont à la base pas du tout du droit de la famille. Alors, une société créée de fait, c'est une société qui n'a pas été créée selon les règles communes, on va dire les règles traditionnelles d'une société. On s'est pas rendu compte qu'on était en train de créer une société, mais parfois des concubins, notamment par deux moyens que je vais vous expliquer juste après, créent une société sans s'en rendre compte, puisqu'il y a les trois éléments constitutifs d'une société. Souvent, ça se crée quand un bien immobilier est acheté au nom d'un seul des concubins, alors que l'autre a participé soit à l'acquisition, soit à l'amélioration du bien. L'exploitation en commun d'une entreprise qui appartient à un seul des concubins, en gros l'autre qui arrive et qui l'aide à développer son entreprise. Trois éléments d'une société créée de fait. On a trois éléments, c'est un peu plus compliqué donc accrochez-vous un peu. Il va falloir déjà montrer des apports mutuels. Ça peut être de l'apport en argent, mais ça peut être aussi par exemple de la force de travail, ça peut être des matériaux, etc. Ensuite, l'affectio societatis, ça c'est un petit peu plus compliqué à déterminer. C'est en fait prouver qu'il y a eu une volonté, une intention de la part des deux concubins de se mettre ensemble pour un projet commun. Ça c'est un peu plus difficile à prouver généralement. Et ensuite, une contribution mutuelle aux bénéfices engagés, mais aussi aux pertes. C'est l'article 1832. Ça c'est pour toute société et ça s'applique du coup en société de fait, enfin société créée de fait. Les concubins se comportent comme des associés d'une société. Et depuis 2010, la Cour de cassation dit que si des concubins ont mis ensemble leur argent pour acheter un logement en commun, ce n'est pas une société créée de fait. S'ils arrivent à prouver la réunion des trois éléments, c'est très difficile. Mais si on y arrive, on va liquider la société, donc on va régler toutes les dettes et ensuite partager ce qui reste entre les deux concubins. Mais ça reste extrêmement rare, ça se fait quasiment jamais. Et notamment parce que la jurisprudence est très stricte à ce niveau-là, parce qu'elle veut qu'on prouve bien les trois à part entière, chacun son tour et de manière dissociée. Donc c'est très difficile et en plus de ça, c'est notamment l'affectio societatis, c'est pas facile à prouver. Donc très généralement, on va agir plutôt sur l'enrichissement justifié que sur la société créée. Il y a un problème à l'enrichissement justifié, enfin un problème pour agir sur ce fondement-là, c'est que c'est une voie qu'on appelle subsidiaire. C'est-à-dire que si vous voulez agir sur le fondement de l'enrichissement justifié contre votre concubin, il faut d'abord prouver que vous ne pouviez pas agir sur le fondement de la société créée de fait. Donc il faut prouver qu'il n'y a pas ça, pas ça, pas ça, et que du coup vous n'avez pas pu agir contre ça, donc vous agissez contre ça. C'est quelque chose de pas du tout récent. On a vu ça dans un arrêt de 1892, l'arrêt Boudier, qui condamnait des concubins pour enrichissement justifié. Mais depuis, je crois, 2016, par une ordonnance de 2016, donc c'est les articles 1303 et suivants, on l'a intégré dans le code civil depuis 2016, par une ordonnance. En fait, le principe c'est de condamner quelqu'un à des dommages et intérêts, on n'est toujours pas en pénal, à des dommages et intérêts s'il s'est enrichi de façon injustifiée sur le dos de l'autre, c'est-à-dire aux dépens de l'autre. Pour ça, il y a 3 éléments cumulatifs. On va réussir à prouver qu'il y a un enrichissement de l'un, un appauvrissement corrélatif de l'autre, donc l'autre s'est enrichi pendant que l'autre s'appauvrissait, et aucune justification. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'intention libérale ou d'obligation de la part de l'appauvri. Intention libérale, c'est en gros l'appauvri, en fait il s'est appauvri certes pour l'enrichissement de l'autre, mais c'est qu'il y a consenti, c'est en fait un peu un don, on va dire. Donc ça c'est une intention libérale. Et obligation, c'est qu'il a été contraint tout simplement par une obligation telle qu'elle soit. Depuis 1995, la jurisprudence utilise ce mécanisme dans le cas d'une rupture de concubinage, notamment pour travail gratuit d'un concubin pour le bénéfice de l'entreprise de l'autre. C'est-à-dire en gros tu participes gratuitement pour faire évoluer le commerce de ton concubin. C'est un peu du bénévolat on va dire. Mais tu peux agir, si tu as fait ça, tu peux agir sur l'enrichissement justifié si tu réussis à prouver qu'il n'y a pas de société créée de fait. C'est pas possible par contre de demander le remboursement des dépenses effectuées pour la vie commune sur ce fondement-là, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune solidarité dans les dépenses de la vie commune entre concubins. Il y a des particularités, je vais vous en donner une par exemple, du 24 septembre 2008, qui était dans notre plaquette de TD, où il y avait un concubin qui avait effectué des travaux dans le logement de sa concubine, dans lequel il vivait, mais qui appartenait à la meuf. Il avait fait des travaux, mais juste titanesques, un truc de fou qui lui avait coûté très très cher. Et là, on a réussi, enfin la jurisprudence, la Cour de cassation en l'occurrence, a relevé une contribution aux charges du ménage parce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de contrepartie valable entre les bénéfices qu'il avait tirés de son concubinage
et l'immensité des travaux qu'il avait fait. Et donc du coup, si vraiment les travaux, enfin, si vraiment la contribution aux charges du ménage est vraiment trop importante, vraiment beaucoup trop importante, alors on peut agir sur ce fondement-là. Mais c'est extrêmement rare, donc c'est vraiment dans des cas particuliers. Maintenant, pour le cas de décès de l'un des concubins. Donc déjà la réparation du concubin survivant, donc celui qui n'est pas décédé du coup, c'est comme ça qu'on l'appelle, en cas de décès causé par un tiers. En 1937, on refusait de réparer le dommage subi par le concubin survivant parce qu'on estimait qu'il n'avait pas d'intérêt légitime à agir parce que le concubinage était une situation de fait et pas de droit. Donc du coup on refusait de lui donner de l'argent pour réparer son préjudice. Et puis la Cour de cassation a effectué ce que je vous disais tout à l'heure, un revirement de jurisprudence, et en 1958, à partir de 1958, elle s'est rendue compte que sur le fondement de l'article 1240 toujours, de la responsabilité civile, on n'exigeait pas en fait de lien de droit entre le défunt et celui qui demande l'argent, en gros. Du coup elle a dit bah en fait oui vous avez le droit de recevoir de l'argent. Maintenant les règles du point de vue successoral, on n'a aucune vocation successorale, ça c'est très important. Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de toucher un héritage sauf si libéralité. Libéralité, ça va être concrètement le testament par exemple, si vous accorde une partie. Par contre, bien évidemment dans un testament, l'argent va d'abord être obtenu à part égale par les enfants de la personne. Évidemment, ça n'efface pas la réserve héréditaire qui ne peut d'ailleurs pas s'effacer en France. Et donc s'il y a libéralité, on peut toucher de l'argent avec le testament. Alors avant, c'est déjà arrivé que dans des cas adultérins, une personne mette dans un testament qu'elle voulait que son amante reçoivent de l'argent. Et on refusait parce que c'était contraire aux bonnes mœurs. Et là aussi on a eu un revirement de jurisprudence en 1999 qui a été confirmé par l'Assemblée plénière en 2004. L'Assemblée plénière c'est la plus haute chambre de la Cour de cassation, donc il n'y a pas au-dessus dans l'ordre juridictionnel français. Si tu as un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est genre le top du top, c'est des arrêts de principe. Toute libéralité, même au profit d'une concubine adultérine, est accepté. Maintenant, le logement. Là, je connais pas bien mon cours encore, donc je prends ma feuille pour pas vous dire de conneries. Enfin, si la location du logement était aux deux noms, alors le bail continue au nom du concubin survivant. Si le seul locataire, c'était celui qui est décédé, alors le survivant peut demander le transfert du bail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sous deux conditions: que le concubinage ait été notoire, c'est-à-dire pas caché, et qu'ils aient vécu une vie commune d'au moins 1 an. Par contre, si les ascendants ou les descendants vivaient aussi dans ce bien-là, ils peuvent aussi leur être transférés. Et pareil, si le concubin était marié ou pacsé, il peut aussi être transféré à la personne avec qui il était marié ou pacsé. Et s'il y a un conflit, c'est le tribunal qui va désigner l'attribution du bien en fonction des intérêts de chacun. Si le seul propriétaire c'était la personne qui est décédée, alors le concubin survivant n'a aucun droit et les héritiers peuvent l'expulser. Et si c'était un bien indivis, donc on ne sait pas trop à qui il appartenait entre les deux, il n'est pas héritier, donc il ne peut pas revendiquer une attribution préférentielle du logement. Par contre, il peut toujours dédommager les héritiers. Maintenant, en cas d'indemnisation d'un décès accidentel, donc morale, déjà, la précarité liée à l'union libre, donc au concubinage, n'exclut pas aux survivants la demande d'un dédommagement du préjudice, sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, à condition que la liaison ait été stable et durable. Et les juges peuvent aussi réduire le montant des indemnisations si une des conditions du concubinage, article 515-8, n'a pas été remplie, voire même refuser si, par exemple, c'est déjà arrivé dans un arrêt de 1985, 2 femmes se sont vues refuser les indemnisations pour manque de stabilité, vu que le concubin oscillait entre les deux logements, il vivait un peu chez les deux, c'était ses 2 amantes quoi. Donc elles n'ont pas eu le droit aux indemnisations en cas de décès accidentel, je vais y arriver. L'indemnisation matérielle, souvent ça arrive quand le concubin décédé participait beaucoup aux charges. Et c'est pareil pour les adultérins, on peut par contre pas diminuer l'indemnisation, donc là c'est possible l'indemnisation, hein, mais on peut pas la diminuer au motif qu'après le concubin survivant a reconstitué un foyer. Ça c'est pas possible, il touchera toujours son indemnisation. Voilà, on en a terminé avec le CM. Je comptais vous faire après toute une partie sur le TD, donc en vous lisant les fiches d'arrêt et tout. Dites-moi si ça vous intéresserait pour une autre vidéo, mais là c'est beaucoup trop long et c'est en plus un peu compliqué. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi, vous aura
aider à y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qu'on peut faire en droit de la famille. Bientôt arrivera la vidéo sur le droit constitutionnel et je vais y arriver. Et les institutions administratives, c'est ça que je voulais dire. Vous verrez un petit peu ce que c'est que du droit public parce que ça n'a rien à voir avec du droit privé. Et vous avez les deux obligatoires dans le cursus, donc c'est important de voir les deux aussi avant de rentrer en fac de droit. Servi, là c'était plus du récitage de cours. Dans le prochain, ça sera plus ma méthode de révision. Parce que là en fait je connaissais déjà pour la plupart le cours. Je vous laisse, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. Et puis si vous avez pris vos notes, j'espère que vous avez réussi. Dites-moi ce que vous pensiez du cours, si c'était clair ou pas. Et puis si ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qu'on fait en droit, sur qu'est-ce que ça peut être la fac de droit, le droit de la famille, qu'est-ce qu'on peut y apprendre, etc. Voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé. Gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin des animaux, de la planète, de vos proches, de vos amis et à très bientôt dans une prochaine vidéo.